Marketing et entrepreneuriat, un podcast proposé par Into the Minds, agence marketing à Paris et Bruxelles. Les employés sont au cœur de la réussite des entreprises. Les algorithmes de Wooz aident les entreprises à optimiser leur staffing. Jean-Philippe Couturier explique les points forts de son entreprise au micro de Pierre-Nicolas Schwab. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast proposé par Into the Minds. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un entrepreneur inclassable, Jean-Philippe Couturier. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour à tous. Vous êtes l'un des 20 cofondateurs de la start-up Wooz. Et la première chose que j'aimerais vous demander dans ce podcast nouveau format, c'est de résumer votre expérience entrepreneuriale. Quels sont tout d'abord les 3 chiffres clés de votre entreprise ? Je commencerai probablement par le fait qu'aujourd'hui Wooz c'est 40 collaborateurs, parce que sans l'ensemble de mes collègues, on aurait du mal à sortir des choses nouvelles pour nos clients tous les jours. Clients, deuxième chiffre, on a une centaine de clients aujourd'hui sur la solution et nous gérons environ 30 000 CV. Vous êtes, comme je l'ai dit, comme l'a dit le magazine Challenge, un entrepreneur inclassable. Vous n'en êtes pas à votre première entreprise. Vous êtes donc bien placé pour nous donner 3 conseils pour bien démarrer sa start-up. Ouais, alors le premier que je donnerais probablement c'est voir grand. Je pense que on a tendance à aller et même à s'arrêter à ce qu'on imaginait de sa société au démarrage. En tout cas, moi c'est souvent, ça m'est souvent arrivé. Donc voilà, voir grand, commencer petit, même si Wooz c'est 20 personnes au démarrage, mais pour ça il y a une histoire, il y a un contexte particulier, ça. Mais je pense commencer petit, ce qui permet d'être très agile, et ce qui m'amène au troisième conseil, c'est écouter le marché, écouter ses prospects, écouter ses clients. On a tendance à pas le faire suffisamment, voire à pas le faire du tout. C'est la meilleure façon de se planter de mon point de vue. En commençant petit, on est agile, on bouge, on transforme sa solution pour qu'elle réponde réellement aux besoins remontés par les prospects et les clients. Quelles sont ensuite les 3 compétences que vous jugez indispensables pour réussir son entreprise, réussir sa start-up ? La première, je pense, c'est l'envie. C'est un mélange d'envie et de passion. C'est-à-dire qu'il faut vraiment vouloir que ça marche. Il faut pas que ce soit juste je vais créer une entreprise parce que c'est la mode, parce que tout le monde a envie de le faire. Là, c'est j'ai envie de le faire. C'est ce que je veux le plus. Ça, je pense que c'est une chose importante. La deuxième, c'est probablement, alors dans un contexte particulier qui est le B2B, c'est-à-dire les entreprises qui vendent aux entreprises et pas aux particuliers. Je pense que c'est la connaissance du secteur. Aujourd'hui, on a des secteurs qui s'hyper spécialisent de plus en plus. On va chercher et on va taper vraiment sur des business models. Et donc la connaissance profonde du marché sur lequel on rentre, de l'industrie sur lequel on rentre et des métiers sur lesquels on rentre est indispensable. Et la troisième, probablement, c'est la résilience qui revient sur les 3 conseils d'avant. C'est-à-dire qu'il faut écouter beaucoup, commencer petit, être très agile, mais ça veut dire aussi qu'on prend des revers régulièrement, on n'a pas toujours des oui, voire même tout départ, souvent des non. Et donc la résilience, c'est important. Envie, résilience, sans doute 2 qualités qui sont liées, et puis l'expertise sectorielle. C'est ça. Chapitre numéro 2 de ce podcast, la genèse de l'idée qui est à l'origine de l'entreprise. Donc peut-être que ce qui est intéressant tout d'abord, c'est de rappeler ce qu'est Wooz, ce que vous faites, ce que vous proposez au marché. Wooz, en fait, on a pris vraiment le marché de la transformation digitale des sociétés de services et des centres de services. Donc, nos premiers clients, ce sont les ESN, les cabinets de conseil, les sociétés ingérées et les centres de services partagés des grands groupes. Et notre solution vise à maximiser la performance et le résultat de ces sociétés en optimisant leur cœur de métier. Leur cœur de métier, c'est le staffing, c'est-à-dire être capable de faire le meilleur lien entre, d'un côté, la demande de compétences et de l'autre côté, l'offre de compétences. Et ça, pour répondre aux besoins des clients internes et externes, et puis pour répondre au mieux aussi aux aspirations des collaborateurs en termes de formation, de reskilling, etc. Donc vraiment, notre solution a pour objectif de fournir la meilleure solution digitale à cette connexion entre l'offre et la demande. Une solution, on n'a pas encore posé le mot, mais une solution qui est basée sur des algorithmes. Alors, une solution qui est basée sur des algorithmes. Premier type d'algorithme pour nous, c'est la capacité qu'on a sur n'importe quel type de CV à récupérer les expériences, à récupérer les compétences d'un individu et à lui créer son profil sur la solution et sur l'espace de son entreprise, bien évidemment. Deuxième type d'algorithme, ce sont les algorithmes qui permettent de trouver les meilleurs partenaires pour se constituer ce qu'on appelle le talent cloud dans la solution, c'est-à-dire un écosystème global de compétences internes et externes. Et puis troisième type d'algorithme, ceux qui maximisent la performance, c'est-à-dire qu'on veut faire coller une offre et une demande, et pour ça, on a besoin de travailler sur la gestion de la compétence. Alors je m'explique.
Aujourd'hui, sur des compétences techniques, on n'a pas une, deux, trois compétences, on en a des dizaines de milliers et on en crée tous les jours de nouvelles. Et donc, quand vous avez deux experts, ces deux experts, en fait, vont utiliser souvent des mots-clés différents, des compétences différentes, mais pour décrire la même expertise. Et la singularité de notre algorithme, c'est d'être capable de faire matcher des mots-clés qui n'ont rien à voir, en tout cas sur leur façon de s'écrire, mais qui pour autant constituent ou rentrent dans le même type de compétences. Et puis ensuite, la maximisation de la performance, c'est l'optimisation de la réponse à la demande. Et pour ça, en optimisant la gestion des retours, la gestion des fins de projet, etc., etc. On a une quinzaine de use cases sur le sujet. On va sortir un livre blanc là sur ce sujet qui est la maximisation de la performance et comment des outils digitaux de nouvelle génération peuvent maximiser la performance de ces sociétés de services. Chapitre 3 de ce podcast, la validation de l'idée. Donc vous avez eu l'idée à un moment de démarrer cette société, on l'a dit avec 19 autres associés. Est-ce que vous avez tout d'abord testé l'idée, la pertinence de votre idée avant le lancement de l'entreprise ? Comment est-ce que vous y êtes pris tout simplement pour vérifier que le marché vous attendait ? Alors je vais revenir sur, j'aime bien vraiment la découpe là en chapitres parce que je vais revenir sur la première. Je vous ai dit, pour moi une des compétences c'est la connaissance de l'expertise métier, la connaissance métier. Il se trouve que moi j'ai créé ma première entreprise en 2005. C'était un cabinet de conseil qui s'appelait Innoven, qui s'est ensuite appelé Innoven Altenor parce que j'en ai racheté un autre. Et en fait, il se trouve que quand je suis arrivé sur ce marché en 2005, j'ai cherché une solution qui permette de gérer une société de service, un cabinet de conseil. Et en fait, j'ai rien trouvé. En tout cas, j'ai trouvé que les solutions hyper spécifiques pour tel ou tel domaine et il fallait les intégrer, il fallait les mettre ensemble. Et ça, on sait très bien que c'est compliqué, ça coûte de l'argent, ça coûte du temps. Et donc, on a décidé parce que Innoven, à l'époque, cette société avait pour ambition de faire le pont entre les métiers et le SI avec des gens qui avaient une vraie compétence technologique. Alors, on a développé notre propre plateforme qu'on a mis au point sur 10 ans. On a exploré l'ensemble des business process de ces métiers du service, sur des projets en régie, au forfait, sur plein de cas métiers. On a étudié les fuites dans ces sociétés de services. Les fuites de performance, de marge, de revenus, etc. C'est un peu comme l'isolation d'une maison. C'est pas un énorme trou béant, sinon la société elle vivrait plus. C'est plein de petites fuites partout, et donc il faut trouver ces fuites, il faut les pointer et il faut les régler. Donc on a expérimenté ça pendant 10 ans. J'ai revendu ensuite cette société à Orange Business Services, qui a gardé la plateforme. Et puis avec une vingtaine de personnes, on s'est dit, je leur ai dit, écoutez, voilà, moi je vous propose qu'on crée ça, parce que force était de constater que en 2015, il y avait toujours pas de solution de mon point de vue full digital et qui rentrait sur ces cas métiers. Et donc on a créé Wooz avec cette ambition vraiment de reprendre la compétence qu'on avait acquise depuis 10 ans. Et puis ensuite, on est allé voir des prospects, des gens qu'on connaissait bien, puisque comme on venait de ce marché, on connaissait bien ce marché. On leur a exposé les ambitions de la plateforme. Ils ont validé la majeure partie. Et donc, on est parti avec une connaissance de l'industrie, une expertise des métiers, et puis ces 10 ans d'expérience autour d'une première plateforme. Donc, est-ce que je peux dire que vous avez fait une étude de marché pendant 10 ans et que vous avez affiné cette étude jusqu'à la revente de l'entreprise ? On a fait en plus une double étude de marché puisque on a étudié le marché pour cette société de service, mais en plus, on a été contacté plusieurs fois. Plusieurs sociétés nous ont proposé de nous racheter. Et en fait, à chaque fois, on a discuté d'Innoven, de ce qu'était Innoven. Et puis, à chaque fois, il a regardé nos systèmes d'information. Il nous disait, mais en fait, alors, l'affaire se faisait pas. Il nous disait, est-ce qu'on pourrait utiliser votre solution ? Ce à quoi on leur répondait, non, on n'est pas éditeur de logiciel. C'est un métier à part entière. On est société de service. Donc, on a toujours refusé jusqu'à 2016 où on a créé cette plateforme Wooz et où on leur a dit, maintenant, vous pouvez. Donc, ce qui fait une très belle transition pour le chapitre 4, pour le démarrage de l'entreprise, puisque une des premières questions que j'aimerais vous poser, c'est comment avez-vous justement trouvé les premiers clients de Wooz ? Par réseau et parce que je pense qu'on adresse besoins importants. La plupart de ces sociétés de services, elles travaillent sur des feuilles Excel ou, dans le meilleur des cas, sur des feuilles Excel qui ont été portées sur le web. Il n'y a pas de solution réellement digitale. La plupart des sociétés de services, en fait, se disent les partenaires de confiance de la transformation digitale de leurs clients. Mais en fait, elles se sont pas digitalisées elles-mêmes. Leur SI est souvent très vieux, gère très mal la compétence, gère très mal le staffing. Et en fait, il y a un vrai besoin. Quand vous connaissez le marché, vous connaissez évidemment vos ex-concurrents et vous allez les rencontrer, qui étaient des gens avec qui on avait des rapports très cordiaux. C'est un marché où les gens se connaissent bien les uns les autres et fondamentalement, on fait les premières ventes comme ça. Qu'est-ce qui a été le plus compliqué dans cette phase de démarrage ?
Très clairement, on a démarré de façon très atypique. Moi, je me souviens quand je parlais de Wooz au départ, les gens me disaient mais comment ça, 20 personnes? Alors que je pense que sur le marché du B2B où on hyper spécialise vraiment, en tout cas les entreprises ont besoin de plus en plus de solutions qui répondent à leur métier, qui sont des verticaux métiers. On a besoin de bien connaître et on a besoin d'avoir une force de frappe importante si on veut faire la différence. Donc commencer à 20, c'était atypique, et mettre 20 personnes en branle, mettre 20 personnes en partant de la feuille blanche, même si on a l'expertise du métier, l'expertise d'une première solution, faire que l'équipe délivre de façon optimum le plus vite possible, ça a été un premier challenge, je pense. Voilà, le deuxième challenge, c'était probablement de financer tout ça, parce qu'il faut quand même payer 20 salaires, donc il y a un peu de boulot, mais c'était un super challenge. Est-ce qu'il y a eu un petit peu de stress avant que les premières commandes tombent? Et comment est-ce que vous vous êtes rassuré? Comment est-ce que vous avez été détecter les signaux que le marché réagissait positivement à votre offre? Je crois pas qu'il y ait eu de stress parce qu'on n'est pas parti avec la fleur au fusil en se disant que les premières commandes tomberaient au bout d'un mois. On savait qu'on aurait probablement 18 mois de R&D, et donc on était structuré pour ces 18 mois de R&D. Donc je crois qu'on avait plutôt bien planifié l'ensemble des grandes étapes qu'on allait vivre. Je vous dis pas que tout est facile, je vous dis pas que on se fait pas quelques idées, mais on savait que ça tomberait pas tout de suite, donc on était structuré pour que ça tombe pas tout de suite. Donc je crois pas qu'on ait eu de stress particulier là-dessus. Alors, chapitre 5 de ce podcast, le décollage, vous l'avez dit, aujourd'hui, c'est plus de 100 clients que vous avez déjà en portefeuille. Comment est-ce que vous avez réussi justement à passer à la vitesse supérieure? La solution elle-même nous permet de passer à la vitesse supérieure puisqu'on bénéficie d'un effet de réseau, puisque quand vous êtes une entreprise, vous connectez vos partenaires, sous-traitants, freelance, etc., qui donc apprennent à connaître la solution. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est comme on est parti à 20 personnes, on avait la capacité de répondre de plus en plus de demandes clients ou d'aller voir de plus en plus de prospects. Donc en fait, vraiment, je crois que le fait d'avoir démarré à 20 a été un accélérateur très fort. Et je l'ai pas fait par hasard. En fait, quand j'ai démarré ma première société en 2005, j'ai déjà démarré avec beaucoup de personnes, ce qui a fait la différence probablement parce que on avait nos 2 premiers millions d'euros la première année. Et avec ça, vous pouvez embaucher de plus en plus et puis connaître une croissance importante. Maintenant, il faut quand même un courage et une confiance assez spéciale dans l'avenir et dans la justesse de la solution pour engager autant de personnes et aussi pour courir un risque financier qui n'est pas négligeable. Comment est-ce qu'on gère ça, justement? Comment est-ce qu'on gère ce stress-là? Si stress il y a, bien sûr. Non, je crois pas que ce soit un stress. En fait, je crois pas que ce soit. Alors, je vais parler vraiment de mon cas personnel. Je veux pas faire de généralité, mais ça n'a rien à voir. Alors moi, j'ai plutôt pas confiance. J'ai ni confiance ni pas confiance en l'avenir. Je pense que l'avenir, c'est ce qu'on lui donne, c'est ce qu'on en fait. Donc, je crois que là-dessus, j'ai pas eu une surconfiance en l'avenir en me disant ça va bien se passer. Et je pense même que en ayant une expérience entrepreneuriale assez large, je sais que ça va pas bien se passer. Mais je crois qu'il y a une réponse qui sera, de mon point de vue, toujours la même, qui est la plus forte, c'est l'équipe. Je pense que quand vous avez une équipe de gens qui a envie, qui est compétente, très senior, en fait, il peut rien vous arriver ou pas grand-chose parce que vous trouverez toujours les solutions. Et ce qui est intéressant quand on démarre à une vingtaine de personnes avec des gens que vous connaissez bien, qui vous avez confiance, qui étaient des gens, par exemple, techniquement très très bons, c'est que vous aurez des challenges, mais en fait, l'équipe sera là, vous serez pas seul. Et ça fait une grosse différence. Et je pense que c'est toute la difficulté d'ailleurs des startups qui démarrent petits, c'est que vous êtes souvent seul, et puis seul, là, ça génère du stress. Je crois beaucoup en l'équipe. Alors parlons maintenant du futur pour ce 6e et dernier chapitre. À quoi ressemble-t-il justement pour votre entreprise? On va continuer sur le marché français parce que le marché, en fait, l'industrie des services, c'est une industrie qui est aussi grosse en France quasiment que l'industrie de l'aéronautique. Donc on est autour de 60 milliards. Et encore, quand on ajoute l'ingénierie, on est sur une taille beaucoup plus importante. Et quand on ajoute en plus les centres de services des grandes entreprises, on est sur un marché qui fait 100 milliards de revenus. Donc globalement, on a, nous, un marché qui est estimé à 1 milliard, 1,5 milliard en France. C'est déjà plutôt pas mal. Et dans le monde, c'est un marché, notre marché, pas celui de nos clients, mais le nôtre est estimé autour de 40 milliards. Donc on voit bien que, on va consolider la solution sur le marché français, premier objectif d'avenir. Le deuxième objectif, c'est d'ouvrir un pays, d'abord en Europe, probablement l'Angleterre ou l'Allemagne, parce que la solution est déjà localisée français-anglais, qu'elle est localisable très facilement dans n'importe quelle langue, et que l'ouverture internationale nous permettra d'accélérer la croissance. Et puis ensuite, troisième chose pour nous, à terme, d'ici j'espère 3 ans, c'est l'ouverture du marché des US, parce que c'est un très très gros marché en termes de société de services. Maintenant, je suppose que cette expansion géographique va aussi entraîner toute une série de modifications, de changements, par exemple de compétences de l'entreprise, de recherche de capitaux. Comment est-ce que vous voyez ça?
L'avenir, vraiment, si on parle vraiment d'avenir sur la recherche de capitaux, notre objectif à nous d'ici 12 à 18 mois, c'est d'aller faire une levée de fonds qui se situe autour de entre 7 et 10 millions d'euros pour financer cette ouverture à l'international. Après, sur l'organisation des équipes, on est déjà, on est organisé en Scrum et on est vraiment full Scrum, full Agile. Donc, ça veut dire que nos clients ont une version améliorée toutes les 2 semaines qui est en production. Et en fait, notre passé de conseil nous a amené, à bien maîtriser ces organisations agiles et à bien les maîtriser au passage à l'échelle. Après, on pourrait se dire, oui, mais l'ouverture d'un bureau à l'international amènera la société à travailler avec des gens plus loin. En fait, on est déjà structuré comme ça. Une partie de nos équipes, salariés de l'entreprise, une partie de nos équipes n'est pas sur Paris. On a déjà une batterie d'outils pour travailler en remote et on le fait tous les jours. C'est notre quotidien que travailler avec des gens délocalisés. Donc, pour nous, ça fait partie de l'ADN et donc on n'a pas vraiment peur de ces challenges. Alors, imaginons qu'on se revoie, qu'on refasse un podcast ensemble dans 5 ans. Quels seront les chiffres clés de l'entreprise que vous me donnerez à ce moment-là? Alors, je ne suis pas Madame Irma et je ne sais pas ce qui se passera dans 5 ans, mais ce que j'aimerais qu'il se passe dans 5 ans, c'est probablement juste en revenus récurrents de l'application, une 50aine de millions, j'espère, d'euros de revenus récurrents annuels, et avec des équipes localisées en Europe, aux US probablement, un nombre de clients qui aura été très largement multiplié, et qu'on devienne vraiment la solution de référence en termes de constitution d'un écosystème de compétences et de digitalisation des fonctions de staffing qui nous paraissent, nous, essentielles parce qu'encore une fois, c'est la captation de cette donnée. Je l'ai peut-être pas précisé tout à l'heure, j'ai parlé d'aspiration des collaborateurs, mais l'histoire nous montre que le rythme du progrès et de l'innovation est exponentiel. Et si ce rythme du progrès et de l'innovation est exponentiel, ça veut dire que l'obsolescence des compétences l'est tout autant. Et donc, la capacité à capter les signaux faibles du marché qui sont quelles compétences sont nécessaires pour demain. Et donc, on optimise la performance des sociétés, mais en fait, on n'est pas que pour enrichir leur rapport annuel sur le chiffre d'affaires et le revenu, mais aussi vraiment pour travailler sur cet aspect de responsabilité sociale des entreprises qui est le reskilling, la formation, et donc d'arriver à créer un écosystème où l'employabilité est toujours maximisée. Donc moi, dans 5 ans, au-delà des chiffres qui sont chiffre d'affaires, le nombre de clients, etc., je pense que être reconnu comme un des acteurs importants de la captation et des compétences nécessaires, du reskilling des compétences, moi je m'en donne pour moi c'est un objectif important. Notre vision d'ailleurs se base là-dessus. Notre vision de départ, sur laquelle on ne démord pas, c'est tout individu d'ici une dizaine d'années, 10-15 ans, devrait avoir la possibilité d'accéder à un coach de carrière virtuelle qui le guide dans sa formation, dans son chemin de carrière et dans sa prise de décision. Parce qu'encore une fois, l'employabilité des individus, de mon point de vue, va devenir un des problématiques stratégiques les plus importantes pour l'ensemble des États. Vraiment. Eh bien, on va se retrouver alors dans 5 ans pour faire le bilan ensemble, nous repencher sur les 5 dernières années. J'espère qu'à ce moment-là, vos prédictions se seront révélées justes. Merci beaucoup, Jean-Philippe Couturier, d'avoir accepté de participer à ce podcast. Je rappelle que vous êtes le patron, le CEO de Wooz, une start-up spécialisée dans le staffing intelligent, si on peut l'appeler comme ça, et le bilan de compétences. Merci beaucoup, Pierre-Nicolas. Cet épisode de Marketing et Entrepreneuriat vous a plu ? Alors n'oubliez pas de vous abonner. À bientôt.